Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le premier plateau des décideurs de la relation client de l'année 2013, un plateau dédié à la gestion de crise dans la relation client. A tout de suite. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marie Hardy-Guénère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au responsable de la communication sensible et de crise à la RATP. Tout à fait. Et à vos côtés, Stéphane Gallieni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de Ballistic Art, une agence en conseil en communication digitale pour les marques de luxe essentiellement. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Un plateau qui va être dédié donc aux bonnes pratiques de la gestion de crise, adapté à deux secteurs, le luxe et le transport. Et on commence avec vous, Marie. En situation de crise, quels sont les premiers réflexes à adopter? Alors, les premiers réflexes à adopter, alors moi j'ai tendance à dire qu'il faut souvent prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Alors même qu'en situation de crise, on est pressé par le temps, il faut pour autant vraiment prendre le temps de réfléchir, de s'organiser. L'organisation est très importante, même pour une PME. C'est-à-dire savoir sur quel type de ressources on peut s'appuyer pour pouvoir justement faire face à la crise. Également en termes d'outils, prendre le temps de rassembler tous les outils qu'on a pu préparer en amont, qui vont pouvoir nous servir et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc ça, selon moi, c'est quelque chose de très important, la réflexion avant l'action. On ne se précipite pas. Qu'est-ce qu'il faut éviter, Stéphane? Absolument. Justement, la précipitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ère du digital, les choses s'emballent assez rapidement. Donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est d'arriver à anticiper plutôt que subir la crise. Et donc, du coup, c'est d'avoir effectivement mis en place des outils et une méthodologie pour prévoir, je dirais plutôt, la gestion de crise plutôt que de la subir. Et donc, du coup, d'être vraiment préparé à toute remarque possible sur des éléments qui sont peut-être extérieurs à la marque d'ailleurs ou à l'entreprise. Et en cas de crise exceptionnelle, quand les entreprises ont tendance à vouloir garder le silence parce qu'elles n'ont pas préparé le message, elles ne sont pas rompues à ce type d'événement, qu'est-ce qu'on fait? Justement, peut-être un des premiers réflexes aussi importants à mettre en place, à avoir en tête plutôt, c'est de préparer, dans un premier temps, en termes de communication de crise cette fois-ci, c'est de préparer les 2-3 messages clés qui vont nous permettre, qui vont être en fait la base du discours de l'entreprise dans un premier temps. Ce qu'on va appeler, disons, les messages d'attente, mais c'est très important de partager, notamment en interne, ces messages clés, de manière à ce que l'ensemble des interlocuteurs qui vont pouvoir parler, que ce soit aux médias, mais également à l'interne, aient le même discours cohérent et homogène. C'est très important. D'accord. Du côté, donc quand on a décidé de prendre la parole, faut-il hiérarchiser les clients ou les parties prenantes de la situation? Je pense aux parties prenantes dans la RATP, ça peut être les collectivités avec lesquelles vous travaillez, peut-être le personnel qui va être sur le terrain, qui va devoir répondre aux clients. Est-ce qu'on établit une liste de clients ambassadeurs qui vont eux-mêmes distribuer le message à leurs concitoyens? Comment ça se passe, Stéphane? Alors, je dirais d'abord, dans un premier temps, nous, par exemple, sur la gestion de communication des palaces de luxe, par exemple, on a mis en place en amont un organigramme avec un protocole, ce qu'on appelle une cascade en cas de crise. Et donc, du coup, ça, c'est un document qui est nécessaire, je dirais, en amont pour se préparer à une éventuelle crise. Donc, évidemment, le scénario le pire, mais vaut mieux se préparer. Et derrière ça, effectivement, c'est d'avoir à la fois, je dirais, dans cet organigramme, les numéros de portable, parce qu'on n'y pense pas, mais les crises, ça arrive souvent le vendredi soir, et que le week-end, personne n'est là. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de cas qui se sont passés avec des internautes qui sont enflammés pendant le week-end, et les directions réagissent le lundi matin, et c'est trop tard. Alors, au niveau des clients, est-ce qu'il y a des clients qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Alors, si on prend l'exemple de la RATP, alors effectivement, on a différentes parties prenantes auprès desquelles il va falloir communiquer. Donc, bien évidemment, vous parliez des collectivités, donc au niveau des préfectures également. Donc, nous sommes en relation directe dès que nous sommes en situation de crise avec ces autorités. Mais également, en résumé, dans le temps vraiment chaud de la crise, ce sont vraiment les voyageurs qu'on va chercher avant tout à informer en priorité. Ça a été le cas récemment, mais on pourra y revenir de la neige, puisqu'il a beaucoup neigé le week-end précédent sur la région parisienne. Donc les voyageurs, ça va être avant tout effectivement une cible privilégiée. Mais
sachant qu'en crise, il y a plusieurs phases en fait. Donc là, on parle d'une phase très chaude, mais quelques jours après la crise, on va pouvoir en fait revenir vers certains clients sur un message à froid. Voilà, sur un message à froid, et on va pouvoir effectivement décliner en fait ces messages de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus affinée, voilà, vers certains types de clients. D'accord. Voilà. Sur quels canaux on communique? Est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux font office de plateforme officielle pour communiquer Alors, tout à fait, après, pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'effectivement, la rapidité des réseaux sociaux permettent une réponse relativement rapide. Oui. Après, il ne faut pas s'emballer sur la réponse qu'on a nommée. Mais effectivement, l'entreprise qui n'a ni sa page Facebook ni son compte Twitter va du coup avoir des communiqués officiels qui vont être un peu plus lents. Et finalement, pendant ce temps-là… elle s'expose aux commentaires tout à fait. qu'elle ne fait pas. Et même si on va se dire, ce qui est important, c'est les journalistes, les blogueurs, etc., n'oublions pas que la braise, c'est Twitter. C'est-à-dire que tant que Twitter n'est pas éteint, la crise continue, et même si ça fait un peu l'effet de tsunami, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la vague arriver, mais quand elle arrive, ça fait mal. D'accord, j'imagine que c'est pareil à la RATP. Oui, alors justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, je pense que les réseaux sociaux, c'est peut être une formidable aide de gestion de crise, de gestion de la crise, mais ça peut être également un frein. Parce qu'en fait, donc nous à la RATP, on a bien sûr des comptes Twitter pour l'ensemble de nos lignes de métro et quelques-unes de nos lignes de tramway. Donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous sommes bien évidemment à l'écoute de tout ce qui se dit sur ces réseaux sociaux. Néanmoins, voilà, c'est vraiment le règne de la rumeur, le règne du LOL. Enfin, c'est une véritable agora, parfois une véritable cacophonie. Donc c'est très difficile pour l'entreprise de s'y retrouver et de savoir justement quel type de conversation il faut prendre en compte ou pas. En tout cas, il faut bien évidemment être vigilant, savoir s'en servir, mais avec prudence. Stéphane, on le sait, les clients du luxe sont parfois ont un peu plus d'attente par rapport aux produits et aux services que les marques délivrent. Quelle est les grandes différences que vous observez entre une entreprise privée classique et une entreprise de luxe, par exemple? Alors le luxe, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur qui a mis beaucoup de temps à venir, par exemple sur Internet, le digital, etc. Pourquoi? Parce que dans le luxe, on est toujours dans la maîtrise de son image. Donc forcément, un média interactif n'est pas forcément le meilleur endroit pour contrôler son image. Maintenant, le pas est passé, c'est-à-dire que les marques de luxe sont obligées d'aller sur le digital, sont sur le digital, et il y a beaucoup d'opportunités pour eux d'y être. Mais effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a ce besoin finalement d'être en contrôle, en maîtrise des outils qu'on utilise sur le digital. Et c'est pour ça que j'en reviens sur le fait que quand on va sur Facebook, sur Twitter, il faut déjà, dans un premier temps, avoir un plan d'action, un community manager, très important, des outils de mesure comme par exemple d'InVibe qu'on utilise nous pour avoir finalement un contrôle quotidien 24 heures sur 24 et d'alerter en cas de gestion de crise ou de petite opinion qui pourrait être un peu néfaste pour la marque et de voir comment on répond à cette personne ou à ce groupe de personnes et comment on maîtrise la situation. On pourrait avoir l'impression que dans les missions de service public comme la RATP, la tendance est à la communication massive sur les grands médias, etc., la prise de parole officielle, alors que dans le luxe, ça va plutôt être caché, ça va plutôt être une communication plus dissimulée, plus... Rien n'est dissimulé dans la gestion de crise. C'est-à-dire que vous avez, je vais vous prendre un exemple tout simple. Oui. Il y a l'année dernière, on a eu un feu Place Vendôme, rappelez-vous. À l'époque, j'étais en gestion de la communication du Ritz Paris et les premiers badauds, les Twitter et ensuite les journalistes ont titré Ritz on Fire. Donc c'est international. Et ça se passe en 2 heures. À ce moment-là, nous, on a pu le voir au moment où ça se passait. Donc du coup, de pouvoir utiliser et le Twitter et le Facebook pour démentir l'information, puisque ce n'était pas le Ritz qui était en feu, c'était la place. Un parking sous le Ritz. Et donc à partir de ce moment-là, il faut désinformer, donc ce n'est pas uniquement la marque ou l'entreprise n'a pu n'avoir aucune cause avec l'incident, mais il faut commencer à avoir ces outils pour pouvoir désinformer et ensuite pouvoir repousser des messages pour pouvoir vraiment dire comment ça se passe. Et justement, on va y venir. Une fois que la crise est éteinte, une fois que le feu est éteint, comment on part à la reconquête de ces clients qui ont été surpris, déçus, mécontents? Alors déjà, juste un point qui est important, et ça c'est vraiment par expérience que j'en parle, c'est que souvent, et peut-être que la RATP confirmera, que dans une gestion de crise, souvent il y a des éléments extérieurs à l'événement géré qui est propre de l'entreprise.
où on va cristalliser finalement cette génération LOL, ou par exemple sur le Ritz, on va commencer à parler des riches et des pauvres, on va parler, à ce moment-là on était sur la présidentielle, on va parler de M. Hollande, de M. Sarkozy, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que où est véritablement le problème pour l'entreprise et comment le déminer sans se soucier, ou en tout cas en prenant en considération tout ce qui est annexe. Tout ce qui est annexe. Donc on ne tire pas sur tout ce qui bouge, on se concentre sur le message essentiel qu'on voulait délivrer. C'est définir quel est le problème, quelle est l'attaque précise ou les attaques précises, et savoir comment on y répond de façon officielle, sur quel canal on va répondre, qui répond, c'est vraiment les réflexes importants à avoir. On ne s'épuise pas à défendre toutes les positions de la marque. Alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, nous, à la RATP, en termes d'organisation de crise, en fait, dans notre salle dédiée à la communication de crise, on a anticipé ce problème de la sortie de crise en dédiant en fait, un poste à la sortie de crise, parce qu'on considère que dès l'entrée de la crise, il faut déjà anticiper et savoir prévoir comment on va sortir de cette crise. Donc du coup, on s'entoure de personnes qui, à froid, en fait, qui ne sont pas vraiment concernées par la crise, mais qui vont pouvoir déjà se dire comment est-ce qu'on sort de cette crise et comment faire en sorte tout simplement que l'image de l'entreprise ne soit pas trop écornée in fine. Et finalement, cette reconquête correspond presque à l'anticipation de la prochaine crise, j'imagine. Un peu. Quels outils, quelles ressources humaines à prévoir? Ce n'est pas toujours simple de prévoir le nombre de personnel suffisant, surtout pour quelque chose d'exceptionnel comme la neige qu'on ne peut pas prévoir. Est-ce qu'on rappelle tous les salariés? Est-ce qu'on mobilise tout le monde à la RATP au sein d'une agence de conseil? Comment ça se passe? Ce serait un peu compliqué, enfin peut-être que... À la RATP, effectivement, on a mis en place une organisation très solide à la fois de gestion de crise et de communication de crise il y a maintenant 5 ans. On s'est vraiment professionnalisé dans le domaine et bon, je pense qu'on est une grande entreprise, donc on a les ressources nécessaires, mais c'est très important, et c'est ce qu'on disait tout au début de l'émission, l'important de s'organiser, de se préparer en amont. Donc à la fois définir un vivier avec des personnes clés qu'on va pouvoir mobiliser, entraîner ces personnes, puisque c'est bien beau d'avoir un vivier, mais si ces personnes ne sont pas sensibilisées à la crise, voilà. Il s'agit également de mettre en place des outils d'aide à la gestion de crise. Donc ça va passer par des choses très concrètes, comme des checklists qui permettent tout simplement de rappeler les actions prioritaires à mettre en place. La liste, Stéphane le disait tout à l'heure, avoir les numéros de téléphone à jour, des choses comme ça. Donc tout ça c'est très très important. Il faut l'anticiper, il faut s'y préparer. Alors, typiquement, nous, comme on est sur Internet et que souvent une crise part de l'Internet, les premières réactions se font sentir, je dirais, sur les réseaux sociaux. C'est que nous, pour nos clients, on a un outil, ou plusieurs outils même, qui nous permet en fait de contrôler tout ce qui se dit sur une marque, une entreprise ou un produit par des mots-clés qu'on a définis en amont sur un tableau de bord et qui permettent en fait d'avoir une sorte de tracking des conversations. Alors évidemment, on n'est pas là pour espionner les gens avec ce qu'ils en disent, mais par contre, ça permet de sentir quand le baromètre part au rouge et de pouvoir avoir aussi derrière de l'humain, c'est-à-dire une personne qui contrôle ces tableaux de bord et que si elle n'est pas là parce qu'on est le week-end et dont on en parlait tout à l'heure, elle puisse avoir un système d'alerte SMS. Des outils pour communiquer auprès des clients et des outils pour communiquer en interne auprès des postes clés pour gérer ce feu. Peut-être un dernier mot sur les leçons que vos marques, que vos entreprises ont tirées des précédentes crises. Pour parler du luxe en général, je pense que quoi qu'il se passe, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une crise, à un moment donné, elle est gérée, mais c'est souvent trop tard. Donc c'est une question je pense que la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est quel temps je me donne, comment je suis préparé à subir une crise et donc du coup comment je mets en place des outils et des ressources pour l'anticiper. Et pour le côté communicant, pour le côté agence, je pense que c'est un formidable exercice de communication. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces moments-là, le réflexe, la capacité de trouver les bons messages, faire du storytelling aussi, est vraiment très formateur pour l'agence. Et donc du coup, quand on réussit bien cette mission de gestion de crise, la fois d'après, on a encore plus à guérir. On s'inspire de ces méthodes. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et j'invite bien sûr nos téléspectateurs à réagir à ces propos sur nos réseaux sociaux, bien sûr, en nous laissant le temps d'y répondre. Twitter, Facebook, LinkedIn et vidéo. À très bientôt. Merci. Merci.